Monsieur le sénateur honoraire Charles Descours, Monsieur le président de l'association BPCO, Dr Frédéric Le Guillou, chers collègues, mesdames et messieurs, merci vraiment de m'avoir invité à ouvrir votre colloque. Vous savez à quel point ce sujet est important pour moi. Le thème que vous avez retenu, l'éducation, fait écho à l'un de mes objectifs majeurs, intégrer pleinement la prévention et l'éducation thérapeutique dans la stratégie nationale de santé. La consultation du public sur les priorités de la stratégie nationale de santé est ouverte depuis le 6 novembre et elle le sera jusqu'au 25 novembre. Je vous invite tous, bien évidemment, à participer à cette consultation publique. Nous le savons, la bronchopneumopathie chronique obstructive est une maladie chronique très invalidante, dont la fréquence augmente sur notre territoire. Aussi implique-t-elle une activité médicale importante. Le nombre d'hospitalisations liées à la BPCO se situe chaque année entre 100 000 et 160 000. Bien sûr, une partie de ces hospitalisations peut être évitée grâce à une meilleure prise en charge, mieux adaptée au stade de sévérité de la maladie. À ce titre, les rôles des médecins généralistes, des pneumologues, des structures locales et des réseaux de santé sont essentiels dans le suivi des patients. Pour autant, l'implication des patients eux-mêmes est tout aussi importante. À cet effet, le suivi éducatif doit s'inscrire dans le suivi médical. Vos travaux seront justement consacrés à l'éducation thérapeutique du patient, ce dont je me félicite. Plus généralement, nous le savons, l'essentiel en matière de prévention, c'est de cibler les déterminants de santé. Or, le premier facteur, évidemment, de risque pour la BPCO, c'est le tabac. 2 décès par insuffisance respiratoire chronique sur 3 sont attribuables à la cigarette. Aussi devons-nous agir sur le tabac en amont de la maladie et accompagner les fumeurs vers le sevrage. Surtout, je veux faire de la lutte contre le tabac auprès des jeunes ma priorité. 2 adolescents de 17 ans sur 3 fument tous les jours. Ce sont donc 250 000 adolescents qui rentrent dans une consommation chronique de tabac chaque année. C'est pourquoi l'un des 3 objectifs du programme national de réduction du tabagisme est d'aller, d'ici 2032, vers la première génération sans tabac. C'est l'engagement du président de la République. Nos enfants doivent grandir dans un environnement où fumer n'est plus la norme, n'est plus naturel. Il est de notre devoir, à toutes et à tous, de s'engager pour faire évoluer le regard, trop souvent complaisant, porté sur la cigarette, afin qu'elle cesse d'être une norme sociale. Le paquet neutre constitue déjà un levier pour changer l'image de ce produit. Il n'a cependant pas fait baisser aujourd'hui la consommation. J'espère qu'il a réduit l'entrée dans le tabagisme des jeunes. Il faut évidemment mieux étudier aujourd'hui qui a bénéficié du paquet neutre. Mais je pense que la hausse du prix du paquet de cigarettes à 10 € est un levier majeur. Avec le ministre du Budget et des Comptes publics, nous avons inscrit dans le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2018 l'augmentation d'1 € supplémentaire dès mars prochain. Au printemps prochain, je présenterai un 2e programme national de réduction du tabagisme qui comprendra un nouvel ensemble d'actions pour changer le regard sur le tabac et pour aider les fumeurs qui souhaitent s'arrêter. À cet égard, je veux saluer le rôle capital des associations. Leur vitalité est essentielle à la diffusion de nos actions de santé publique ainsi qu'au changement de regard porté sur la cigarette. En effet, la question du tabac aujourd'hui n'est pas traitée à la hauteur des enjeux. C'est pourquoi la société doit s'en emparer pour faire que l'image de la cigarette ne soit plus celle d'un produit banal, mais celle d'un produit mortel. En outre, cela ne vous aura pas échappé, nous sommes aujourd'hui le 9 novembre. Vous le savez, la 2e opération Moi sans tabac a commencé depuis quelques semaines. Son approche vise non pas à culpabiliser les fumeurs, mais bien au contraire à les accompagner. Notre démarche doit s'inscrire dans la durée pour devenir à terme un rendez-vous régulier à l'attention des fumeurs et de leurs proches. En outre, depuis la loi de santé de janvier 2016, de nouvelles catégories de professionnels de santé comme les infirmiers, les masseurs kinésithérapeutes, les dentistes, les sages-femmes ou encore les médecins du travail peuvent prescrire des substituts nicotiniques. Je souhaite qu'ils puissent accéder à des formations pour mieux accompagner leurs patients vers le sevrage tabagique. Vos réflexions aujourd'hui porteront aussi sur l'éducation des professionnels
des patients et plus généralement de nos concitoyens. Nous avons tous à cœur, par l'éducation thérapeutique, de remettre le patient en position d'acteur. À cet effet, de nouveaux modes de prise en charge pluriprofessionnels doivent compléter les programmes d'éducation thérapeutique qu'autorisent les ARS. Je pense par exemple au protocole expérimental de coopération médecins-infirmières ASALÉ qui aide à accompagner les patients. Le développement de l'éducation thérapeutique fera justement partie des objectifs fixés par la Stratégie nationale de santé. Dans le cadre de la transformation numérique en santé, l'éducation thérapeutique en ligne personnalisera mieux la démarche et facilitera son accès. Cette éducation thérapeutique peut aussi se renforcer grâce à la mise en place des pratiques avancées. Enfin, l'assurance maladie poursuivra son implication comme acteur dans le domaine de l'accompagnement des personnes atteintes de maladies chroniques. Quant aux professions paramédicales, la réingénierie de leur formation initiale intègre un module de formation prévention et éducation thérapeutique du patient. Dans de nombreuses régions, des structures proposent en outre des formations et du soutien méthodologique aux professionnels de santé. J'engagerai par ailleurs une réflexion sur la réglementation des obligations de formation au regard des expériences de ces dernières années. Mesdames et messieurs, je vous remercie une nouvelle fois pour la tenue de ce colloque. Je vous sais à mes côtés pour cette lutte contre le tabagisme, pour ce changement de regard, pour ce travail en faveur des patients, mais également en faveur des jeunes. Vos réflexions sur la prise en charge individuelle et sur les actions sociétales sont essentielles pour réussir les changements que nous engageons. Je vous remercie.